Bonjour à tous. Donc, je vous ai convié aujourd'hui pour, dans le cadre d'une sensibilisation au handicap et pour évoquer le sport et le handicap et principalement le thème du sport comme vecteur de reconstruction de la personne. Et en fait, j'aurais pu dire construction de la personne, parce qu'il y a, au travers du sport, il y a un aspect social qui permet l'intégration de la personne et le rôle que l'on peut définir au travers du sport, dans un sport collectif par exemple, le retour que ça peut apporter sur soi, et évidemment, on retrouve ça dans le haut niveau, dans le besoin d'excellence et de performance dans le haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai invité Frédéric Goujean, qui a un CV qui est long comme le bras, et qui va nous décrire un peu les exigences que l'on retrouve dans le haut niveau, dans la gestion des individualités, dans le rôle de chacun. Fred, c'était bon comme d'habitude. Je te remercie. Donc Frédéric Goujean. Bonjour à tous. Je ne suis pas spécialiste de sport, d'handisport. Je suis entraîneur de handball féminin depuis plus de 25 ans. Par contre, j'ai été très sensible à cette passerelle autour de la construction de l'athlète, de la construction de la personne. Et donc, j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à l'invitation de Nokia et de Fred sur cette matinée pour essayer de partager avec vous un petit peu les clés de la performance, comment on fait pour être dans le sport de haut niveau régulièrement sur ce qu'on appelle nous les matchs en jeu, les matchs qui gagnent, les matchs qui permettent de gagner des trophées. Quelles sont un petit peu, non pas les recettes, mais la philosophie et les méthodes, les process qu'on met en place. C'est très empirique. J'ai pas la prétention d'être coach en entreprise. J'interviens beaucoup dans le monde de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche des passerelles entre le sport de haut niveau et l'entreprise, en termes de management, en termes de coaching. Tout le monde, on a des problématiques de recrutement, on a des problématiques de renouvellement des équipes. Donc, il y a beaucoup de passerelles, mais j'ai pas la prétention d'être coach en entreprise. Par contre, j'ai une longue expérience et donc, normalement, vous allez pouvoir, comme vous le souhaitez, effectuer des transferts par rapport à ce que moi je vous présente. Voilà. Donc, c'est la partie présentation. On est un petit peu obligé de faire connaissance pour l'heure qui vient. J'ai gagné tous les trophées qu'il y a en jeu en France, tous les trophées qu'il y a en jeu en Russie. Premier entraîneur français, seul entraîneur français à avoir gagné 2 Coupes d'Europe. Et puis, depuis 2016, j'ai décidé de travailler avec la Fédération sénégalaise. Parce qu'une des problématiques du handball, c'est que du handball féminin, c'est que c'est un sport qui joue essentiellement en Europe. Et si on souhaite voir le handball dans les prochaines années encore présent sur les Jeux Olympiques, il faut qu'il y ait une forme de mondialisation de l'activité. Et donc, après la Russie, j'ai décidé de partir et de faire une période de développement avec la Fédération sénégalaise de handball qui a obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 et les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Donc je suis parti sur un contrat ministériel et fédéral avec l'idée de développer le handball local et en même temps de m'associer au ministère pour travailler sur les Jeux Olympiques de la jeunesse et toute la partie transformation des installations sur le territoire. Voilà. Quand Fred m'a sollicité, je me suis dit, Fred, je suis désolé, mais moi je suis vraiment spécialiste dans le handball féminin. Le handisport, je suis comme tout le monde, je le regarde au moment des Jeux Olympiques. Voilà. Et en creusant un petit peu, je me suis dit, ok, quel est le contexte des athlètes handisport, dans quel environnement ils s'expriment, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent. Et je me suis rendu compte que, comme le handball féminin, les activités handisport, elles sont surtout médiatisées au moment des Jeux paralympiques. Et comme nous, voilà, sur les grandes compétitions internationales, l'équipe de France féminine de handball a tout gagné.
Voilà, ils gagnent tout depuis des années et on rencontre exactement les mêmes problèmes de médiatisation, de sponsoring. Donc je me suis dit, ok, Fred, tu as bien fait de m'inviter parce que finalement, entre sport féminin, handball féminin et les athlètes handisport, on a énormément de points communs puisqu'on doit être créatif, inventif, trouver des recettes parce qu'on manque de budget, on manque de ressources. Et donc, on est à l'obligation d'être en permanence innovant et de vendre nos projets. Voilà, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du foot, qui a pas ces problématiques-là en termes de communication. Alors, à Londres, la plus forte médiatisation. Derrière, sur Rio, la première semaine, énormément de stress, avec seulement 12% de billets réservés. Puis finalement, à la fin des Jeux Olympiques, plus de billets pour le handisport que sur les Jeux Olympiques. J'ai vraiment ce sentiment, mais on peut échanger, on peut partager là-dessus, j'ai vraiment ce sentiment que on parle vraiment de handisport et qu'on prend vraiment conscience que les athlètes handisport sont des athlètes de haut niveau sur la période olympique. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois, malgré une belle médiatisation, malgré une belle communication, les choses retombent un petit peu. Donc, ce qui serait bien, c'est que ce genre d'événements, ce genre de moments permettent une vraie prise de conscience. On est tous sur le même bateau et on est tous des athlètes de haut niveau. L'exemple du handball féminin, la passerelle avec le handball féminin, on parle d'une fédération, je pense que vous le savez, une fédération qui gagne avec les garçons, qui gagne avec les filles, qui a instauré un système de parité dans les primes. Et donc, c'est assez incompréhensible pour moi de voir à la rentrée de la saison en France que le groupe Bein décide de se désengager totalement et qu'aujourd'hui, les matchs de Ligue féminine de handball ont démarré la saison sans aucun partenaire TV. Voilà. Aujourd'hui, si on n'est pas accompagné par les médias, si on n'est pas accompagné, et pas seulement les médias locaux, c'est impossible d'imaginer un projet de développement d'une structure professionnelle. Impossible. Donc aujourd'hui, la vraie contrainte, c'est qu'on est dans un environnement politique où tout le monde parle de parité, tout le monde parle de possibilité d'exercer l'activité à très haut niveau, et qu'en face de ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis. Voilà. Donc pour la première fois, depuis 10 ans, la fédération a démarré la saison, la Ligue féminine de handball a démarré la saison sans aucun partenaire TV, et donc le ministère des Sports plus la fédération ont décidé de payer les coûts de production de manière à pouvoir diffuser les rencontres pour pouvoir faire survivre les clubs et aider les clubs à continuer à se développer. Donc la passerelle, je vais parler de mon activité, je vais parler de mon métier, je vais parler de ma relation aux athlètes, et puis on va essayer de transférer tranquillement les choses, et on terminera avec une petite transition autour de la résilience, cette capacité mentale que les athlètes de haut niveau ont à surmonter les accidents de la vie, les difficultés, les échecs. D'abord, c'est quoi un coach de haut niveau aujourd'hui? Il y a plein de définitions. Voilà. On est formés à peu près tous de la même manière, mais on est en fait très très différents dans l'approche qu'on a avec les athlètes. Il y a des coachs qui sont directifs, il y a des coachs qui sont participatifs, il y a des coachs accompagnants, voilà, plutôt le papa, il y a des gens qui sont très 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 directifs, le chef. Et donc il y a beaucoup de coachs différents. J'ai fini en mettant le coach de... Je crois que c'est avec ça, voilà. Dans quel environnement, quel est mon métier? C'est assez paradoxal, voilà. D'abord, les présidents, les bénévoles et ainsi de suite nous demandent de tout faire pour réussir. Voilà. Il faut gagner à tout prix. Donc, il y a une vraie violence dans le métier. On travaille sur des contrats à durée déterminée et parfois, on n'a pas la possibilité d'aller au bout de nos contrats. Donc, c'est très, très violent. Et la communication autour des résultats est très, très violente aussi pour les entraîneurs et pour les athlètes. On a les exemples... c'est un match super important ce week-end, il faut gagner, ça va générer une qualification en Coupe d'Europe, ça va faire grandir le club, générer de nouvelles recettes. Mais prenez du plaisir. Complètement incompatible. Voilà. C'est aujourd'hui mettre une pression aux athlètes et en face de ça prendre du plaisir, c'est quelque chose qui est très très compliqué à gérer. D'accord ? En même temps, on a toutes les problématiques que vous avez, c'est à savoir découvrir les talents potentiels. Donc, on doit être très fort, très très fort dans le moment présent
et en même temps imaginer le développement de la structure, imaginer quel va être le renouvellement de l'équipe, et donc découvrir les talents potentiels, les joueuses stars de demain. Donc on est dans le présent, mais en même temps dans l'anticipation. Okay. On a cette obligation de résultat, et moi je dis toujours à mes dirigeants, bien avant l'obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on doit mettre des process en place, on doit mettre une structure en place qui doit générer de la performance et qui doit permettre justement automatiquement de pouvoir renouveler une équipe et la rendre performante sur la durée. Parce que la victoire d'un jour, elle n'intéresse pas un partenaire qui décide de s'impliquer, qui décide... je vais prendre l'exemple de la Matmut, qui est une des plus grosses entreprises avec qui j'ai travaillé sur les dernières années. Quand on discutait de stratégie avec le PDG de la Matmut, on était sur un plan pluriannuel, et lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'on soit non pas champion de France sur une année, mais qu'on soit systématiquement qualifié en Coupe d'Europe. Voilà. Donc, aujourd'hui, la violence des résultats, elle n'intéresse pas les sponsors. Il faut avoir cette capacité à mettre une structure en place pour la rendre pérenne et faire en sorte qu'elle soit performante sur la durée. Mon rôle là-dedans. Donc, moi, j'essaye d'être, non pas un entraîneur directif, mais j'essaye d'être entraînant. Voilà. C'est-à-dire que je pense que je dois être au sein du club une locomotive. Mon environnement, il est assez simple. C'est que je travaille avec des dirigeants qui sont souvent bénévoles, puisqu'il y a très très peu de structures dans le handball féminin qui sont en SASP. Ou, voilà, on a beaucoup d'associations sportives. Et donc, une de mes difficultés, c'est cette cohabitation avec le bénévolat, avec des dirigeants qui sont bénévoles, parce qu'on n'a pas du tout la même, en tout cas pas souvent, la même entrée dans l'activité. Voilà. Donc mon environnement, il est assez compliqué. Je me dois d'être frais et en même temps de faire partager mon expérience, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est entre 2002 et 2018, je dis pas de bêtises, c'est 16 trophées majeurs. Donc je pense qu'il y a une certaine façon d'aborder les compétitions et les événements, et ça fait partie de mon expérience, de mon patrimoine d'entraîneur, et j'essaye de le faire participer. Mais aujourd'hui, l'expérience des bénévoles, ou si on prend l'expérience aujourd'hui du président de la Fédération sénégalaise de handball, la Fédération sénégalaise de handball avait joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Voilà. Je suis arrivé en 2016, on a joué finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2016, directement dès la première année. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018, à nouveau. Donc aujourd'hui, on est référencé comme la deuxième équipe du continent. On vient de jouer le tournoi de qualification olympique à Dakar en septembre. On aura un deuxième tournoi de qualification olympique en mars. Et on a affaire aujourd'hui à une équipe qui va participer, on part au championnat du monde à Kumamoto en décembre. Et donc on a affaire aujourd'hui à une équipe qui est présente dans tous les événements internationaux. Ce qui est complètement nouveau pour le président de la fédération. Et donc lui, il a à transformer aussi sa façon d'entrer dans notre activité. Voilà. Qu'est-ce qui est important à partir du moment où on considère que le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très très violent, l'empathie entre les athlètes et le staff, entre la direction et le staff, pour moi, est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on doit être capable de finir une aventure, de pas être d'accord, de finir une aventure, de décider de se séparer, mais en gardant des relations amicales, parce que tout ça donne le climat dans lequel vous allez évoluer avec vos athlètes. Et donc, comme en face, il y a déjà énormément de pression par rapport à l'obligation de résultats à très court terme, par rapport à ce qu'on a dit à moyen terme, le renouvellement des équipes, ça veut dire que vous pouvez très bien jouer en sachant que vous ne serez pas dans le futur projet l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est très très violent mentalement. Et donc, je pense que l'empathie, le climat qu'on met dans l'entraînement est vraiment une des clés de la performance de l'équipe au quotidien. Il ne faut pas jouer un rôle. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, j'ai rien contre lui. C'est juste dans ce qu'il dégage et dans tout ce qu'on peut connaître sur le club de Lyon. J'étais sûr qu'il y avait un conflit qui allait se mettre en place. Moi, je pense qu'il faut rester authentique parce que les athlètes se rendent compte très très vite des entraîneurs qui jouent un rôle. Voilà. Donc je pense qu'il faut rester le plus naturel possible. J'ai joué il y a 10 jours dans une salle de 15 500 places. J'ai joué des finales de Coupe de France à Bercy. Le poids du dernier ballon, il est très très lourd pour un athlète. Quand vous arrivez sur un match qui vous offre un trophée, le poids de la dernière action, le poids du dernier pote, voilà, c'est énormément de pression.
Et je pense que dans ces moments-là, d'être naturel, d'être soi-même, c'est la première clé de la réussite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? La dernière chose qui est assez délicate quand on est un entraîneur de haut niveau, c'est qu'en permanence, on est l'autorité. Voilà. On est l'autorité avec ses athlètes, on est l'autorité dans son staff, ce qui veut dire qu'en permanence, vous avez des relations assez verticales avec les gens. Voilà. Et qu'au bout du compte, dans l'analyse, dans les moments de feedback, dans les moments où vous devez analyser vos performances, vos résultats, vous êtes tout seul en fait. Et dans le handball féminin, on n'a pas la chance d'avoir des directeurs sportifs, des directeurs administratifs dans les structures, des gens qui vous permettent cette relation transversale, qui vous permettent de faire un retour sur vos activités, sur vos résultats. Nous, on est dans des relations qui sont très très verticales. On est, même si on essaye d'être empathique, à un moment donné, on fait des choix forts de groupe, de contrat et des choix qui influent sur la carrière des athlètes. Donc, une des difficultés dans les sports mineurs ou dans les activités où on n'a pas suffisamment de moyens, c'est qu'on se retrouve assez isolé et que les présidents de clubs qui sont bénévoles nous demandent d'être à la fois un peu le manager général qui définit la philosophie de l'association, l'entraîneur, l'accompagnant, le coach mental des athlètes quand elles vont moins bien. Et cette relation hyper verticale, elle est parfois difficile à maîtriser quand on est en début de carrière ou quand on n'est pas très très expérimenté. Il faut être capable de maintenir l'autorité tout en maintenant avec les athlètes vraiment un climat qui soit propice à la performance. Alors c'est quoi le haut niveau? Si je vous demande, j'ai condensé pour essayer d'être dans les 1 heure que Fred m'a demandé, parce que je suis plutôt habitué à passer des journées entières à discuter de tout ça. C'est quoi le sport de haut niveau aujourd'hui? C'est plein de choses. C'est la fin de carrière, la retraite à 35 ans, c'est les troisièmes mi-temps, c'est la cohésion, c'est le dopage, c'est beaucoup d'argent, c'est du mental. Voilà, dans la salle, vous avez tous et toutes une vision différente du sport de haut niveau. Voilà. Quel est l'environnement du sportif aujourd'hui? Parce que l'environnement du sportif, ça fait 25 ans que j'entraîne et ça a complètement changé sur les 10 dernières années. Complètement. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on souffre dans les sports féminins, on souffre de manque de médiatisation, les réseaux sociaux nous ont mis face aux problématiques de la médiatisation. Voilà. Donc l'environnement du sportif aujourd'hui, c'est évidemment les partenaires et les dirigeants, les bénévoles. Je vous ai dit tout à l'heure, cette difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui dans la vie associative d'être le pro de la structure géré par des bénévoles. Voilà. Les sponsors, les médias bien évidemment, les agents qui aujourd'hui jouent un rôle très 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 important dans les choix de carrière pour les athlètes. La famille et les amis, puisque quand vous arrivez dans des structures performantes, vous vous rendez compte que vous gérez effectivement l'athlète, mais surtout vous avez la famille et les amis qui sont très 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 présents. Donc nous, dans notre rapport à l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que un conflit familial ou des relations tendues avec la famille vont générer à un moment donné le départ de votre athlète. Alors que quand on a découvert, quand vous découvrez une pépite, un talent potentiel, c'est en général quelqu'un de très jeune. Et donc le premier lien, c'est la famille. Voilà. Donc là, cette relation avec la famille va tout de suite influencer la durée de votre travail avec cet athlète. Donc la gestion de cet environnement-là, quand vous êtes entraîneur, elle est très très importante. Donc je l'ai dit, les réseaux sociaux, et puis je l'ai dit aussi tout à l'heure, cette violence de la carrière. Moi, je prends toujours l'exemple du contexte international d'une équipe nationale. Quand vous arrivez en équipe nationale, vous avez très peu de temps pour vous préparer, puisqu'on travaille sur des semaines internationales, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme le rugby, sur des doublons, on est sur le même modèle que le foot. Le championnat s'arrête, vous montez dans un avion, vous arrivez le dimanche ou le lundi sur le lieu de regroupement, et en général, vous avez le mercredi suivant ou le jeudi suivant et le dimanche 2 matchs à disputer. Donc ça, c'est très très violent dans la mise en place. C'est violent dans la mise en place tactique, dans la mise en place physiologique de l'événement, mais c'est aussi violent mentalement, puisqu'une athlète qui vient en équipe nationale, c'est peut-être son dernier stage. Puisque les effectifs se renouvellent, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir plein de choses. Et donc, à chaque fois qu'une athlète vient en équipe nationale, elle se dit peut-être que c'est la dernière fois que je vais porter le maillot de mon pays. Donc, c'est quelque chose de très violent. Et c'est aussi quelque chose dont vous devez tenir compte. On vient de le vivre au Sénégal. On n'était pas venu avec l'équipe nationale depuis 2016 pour des raisons économiques, puisque toutes les joueuses jouent en Europe, sont professionnelles. Et on n'était pas venu au Sénégal avec l'équipe nationale depuis 2016 avec l'équipe A, et on s'est retrouvé à organiser le tournoi de qualification olympique à Dakar dans une salle de 15 500 places. Je pense qu'on était prêts. Je pense que défensivement, sur ce qu'on a mis en place sur les stratégies, on a réussi à contenir
une des meilleures équipes, une des 10 meilleures équipes au monde qui est l'Angola aujourd'hui. Par contre, je pense que dans la gestion mentale de l'événement, on n'était pas capable de réaliser une grande performance à la maison, sans être la maison, puisque c'est un endroit où on n'était pas venu depuis 3 ans. Donc à la maison, devant les familles, pour le maillot, pour la patrie, pour représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques. Tout ça, c'est une violence mentale qu'on n'a pas été capable de gérer avec les athlètes, parce que on a des athlètes qui sont des joueuses de haut niveau, mais qui aujourd'hui ne jouent pas dans les meilleurs clubs européens. Voilà. Donc qui mentalement ne sont pas préparés à gérer cette pression des événements, cette pression des matchs à enjeu. Dans tout ça, on manque de moyens et on joue à la baballe en fait, parce que quand je discute avec les gens, le CV dont on a parlé, la carte de visite, parce que pour moi c'est plutôt un parcours de vie, j'ai toujours fait des choix. Je suis resté 12 ans au Havre, je suis parti dans un club classé 9e en première division à Orléans. On a été champion de France 3 ans après. J'ai quitté ce club, je suis parti à Rostov en Russie, dans un club qui était en grande crise, éliminé de la Ligue des Champions, qui venait de perdre le titre national avec le plus gros budget russe. Je suis arrivé en janvier et on a enchaîné une série de 43 matchs sans défaite. On a gagné la Coupe d'Europe, on a gagné tous les titres russes et on a fini sur le Final Four de la Ligue des Champions 1 an après. Donc moi j'aime ces défis, j'aime l'idée de partir et de construire, et c'est ce que j'ai voulu faire avec le Sénégal. J'aime démarrer l'aventure d'une page blanche et pouvoir mettre mon projet, mes process en place et pouvoir développer les structures. Mais les freins en face, c'est que c'est du sport féminin, ça joue à la baballe, c'est pas forcément sérieux, et toutes les difficultés autour de l'activité féminine, on en parlera tout à l'heure dans le choix des athlètes et dans ma relation aux athlètes. Aujourd'hui, le sport féminin en France, malgré les lois, malgré toute la communication au plus haut niveau de l'État, le sport féminin en France aujourd'hui n'est pas respecté. Voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse dans mon métier? Construire des projets. Voilà, je vous l'ai dit. Je pense que cette première étape de construction de projet, elle est fondamentale. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui me motive. Alors, volontairement, pour provoquer, je mets la petite citation, mais quel est mon projet préféré et le prochain? Voilà, c'est cette capacité à rencontrer des nouvelles personnes, cette volonté que j'ai de découvrir d'autres façons de jouer au handball, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le handball français féminin et masculin est certainement un des meilleurs au monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon activité, le handball, reste pérenne au niveau international. Et un vrai plaisir d'être avec Manuel aujourd'hui, mais la République dominicaine, les pays d'Amérique du Sud, ce qui sur les Panaméricains bataille avec aussi peu de moyens. Voilà, pour moi, c'est un vrai plaisir de croiser toutes ces nations sur les compétitions internationales, d'échanger et de trouver les recettes pour qu'aujourd'hui on arrive à concurrencer les meilleurs. Même si on sait qu'au bout du compte, les meilleurs, à la fin, ont plus de chances de gagner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à perturber l'Angola, c'est d'aller au championnat du monde cet hiver en décembre, avec l'idée que le Sénégal va peut-être gagner son premier match en championnat du monde dans l'histoire du pays. Et c'est tout ça qui motive mon activité et mon investissement. Qu'est-ce que je dois faire quand je construis un projet? La période de diagnostic est fondamentale. J'ai mis la photo avec mon collègue quand je suis passé à Nantes. Je suis resté 4 mois à Nantes. Voilà, ça a été l'expérience la plus violente pour moi. Nantes est un club de première division. Quand je suis arrivé, je pense qu'il faisait sa 4e saison en première division. Ils sont venus me chercher en Russie. Ils sont venus me chercher dans un des 3 meilleurs clubs au monde. Voilà. En me présentant un projet, ils voulaient concurrencer Metz, le plus grand club français. Ils voulaient bousculer la hiérarchie. Ils voulaient franchir les étapes très très vite. Et pour ça, ils voulaient un coach qui avait gagné, un coach avec de l'expérience. J'ai été séduit par le projet. Première aventure, comme je vous avais dit. J'adore ces projets à développer. J'adore l'idée d'aller concurrencer les gros. Ça m'intéresse. Et ça a été une vraie déception. C'était une vraie déception entre le discours et entre les moyens qui étaient mis à disposition. Je disais tout à l'heure, on a une obligation de résultat, je l'accepte. Je l'accepte, c'est dans mon contrat, on a des contrats à durée déterminée. Vous gagnez, vous êtes valorisé, vous avez des primes, vous êtes médiatisé, vous êtes sollicité par d'autres clubs. Vous êtes en situation d'échec, vous pouvez être en rupture de contrat et être obligé de rebondir sur un autre projet. C'est les règles de mon métier et je les accepte. Par contre, je pense, et je dis toujours à mes dirigeants, on a cette obligation de moyens, de mettre en place des process qui permettent de développer les athlètes, de construire les athlètes, comme on disait tout à l'heure, de manière à les amener dans une zone qui leur permet de gagner des trophées. Voilà. Il faut vraiment, dès le départ, essayer de comprendre les résistances que vous allez rencontrer en interne et en externe.
Voilà. Quand vous construisez le projet, quand vous construisez l'aventure avec vos athlètes et avec vos dirigeants, il faut avoir cette capacité à comprendre où vont être les résistances. Est-ce que la structure est suffisamment solide ou suffisamment développée pour gérer des athlètes de très haut niveau et recruter des athlètes de très haut niveau? Est-ce que les résistances, elles sont uniquement liées à la concurrence? Voilà. En France, la concurrence dans le handball féminin, c'est Brest, qui est un projet qui est absolument exceptionnel dans son rayonnement territorial, dans son économie, avec 2 chefs d'entreprise qui ont pris le projet à bras-le-corps et qui ont transformé complètement la philosophie et l'image d'un club féminin. Et puis l'autre club, c'est Metz, club historique, qui est champion de France tous les ans, avec beaucoup moins d'argent, mais énormément de savoir-faire, énormément d'habitude, et qui aujourd'hui est un club qui bénéficie d'un avantage qui est énorme, c'est d'avoir énormément de passerelles entre l'équipe nationale et le club. Comment je construis une équipe équilibrée, l'équilibre équipe ou l'équipe équilibrée? C'est une des difficultés du sport féminin. Je vous promets que mes collègues de foot ne se posent pas ces questions-là. Voilà. Ils ont, pour eux, une équipe équilibrée. J'entends tout le temps, et à chaque fois que j'ai la chance, j'habite au Sénégal avec Hervé Renard, dans la même résidence, qui a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui vient de partir en Arabie Saoudite, qui a 11 clubs, l'aventure avec 11 sélections en Afrique. Donc une richesse incroyable dans le partage, dans les échanges. Quand je discute avec mes collègues du foot, la colonne vertébrale, il nous faut une équipe. L'équipe équilibrée, c'est un bon central, un bon milieu de terrain, un bon attaquant, un bon gardien de but, les défenseurs, la construction des effectifs. On voit Monaco qui a une grande difficulté aujourd'hui avec 74 joueurs sous contrat, 90 mouvements de joueurs sur la dernière année. Voilà. C'est une erreur de management, c'est une erreur de coaching. Mais quand je discute avec les gens du foot, ils sont sur les effectifs, un effectif plutôt restreint, que les joueurs se sentent intéressés, ainsi de suite. Moi, j'ai pas du tout les mêmes problématiques. Moi, aujourd'hui, dans le sport féminin, pour construire une équipe équilibrée, mes problématiques, elles sont multiples. Voilà. Première des choses, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'argent, il faut que je découvre les pépites. Parce que les pépites, en début de carrière, elles ne coûtent pas trop cher. Voilà. Mais les pépites, elles sont en début de carrière, et la famille, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a peur. Elle a peur de voir son enfant partir dans une activité professionnelle où il n'y a pas beaucoup d'économie. Et donc tout de suite, la famille vous demande de mettre en place un double projet, activité sportive de très haut niveau, entraînement intensif, et le maintien des études. Ça, c'est la première problématique. C'est qu'aujourd'hui, avec très peu de moyens, avec très peu de kinés, avec très peu de médecins, avec très peu de préparateurs physiques, avec des conditions de déplacement qui ne sont pas les conditions, on ne voyage pas en avion privé. Oui, en Russie, je voyage en avion privé, mais c'est le seul club sur les 25 ans de carrière où je voyage en avion privé. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, être capable de s'entraîner 15 à 20 heures la semaine et de suivre un cursus universitaire entre 15 et 20 heures en cours, avec des aménagements qui sont très compliqués à obtenir sur les universités, c'est compliqué et c'est ma première problématique. Ensuite, j'ai des joueuses qui sont dans le cœur de carrière et que moi j'appelle les pros, les vrais. Voilà. Ça dure très peu de temps dans le sport féminin. C'est en général entre 24 et 28 ans. C'est le moment d'une Olympiade. C'est le moment où la joueuse a complètement envie de vivre son rêve. Elle a envie de participer aux Jeux Olympiques. Elle se donne complètement dans sa carrière. Elle est libérée du poids des études. Elle a obtenu son diplôme. Et là, elle décide de vivre complètement son activité. Et ça dure 4-5 ans. C'est un moment très court. Et puis à nouveau derrière, vous avez les joueuses de fin de carrière. Et là, pour moi, c'est plus les joueuses en double projet, mais c'est plutôt les joueuses en triple projet. Vous avez à nouveau l'activité professionnelle, mais que vous devez gérer de manière intelligente parce que sur la charge, sur le contrôle des charges, vous ne pouvez pas entraîner des athlètes de fin de carrière de la même manière que des athlètes qui sont en construction. Derrière, vous avez des problématiques de reconversion, des problématiques qui sont très violentes pour nous parce que vous savez que les sportifs de haut niveau, on vit dans notre bulle, on vit dans notre monde et qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté du monde de l'entreprise. C'est pour ça que j'aime bien venir partager avec vous, mais jamais en vous disant que je suis un coach en entreprise, parce que je suis pas un coach en entreprise. Je suis un coach de handball qui vit dans son monde avec ses athlètes. Et j'adore ces moments de partage qui me remettent un petit peu les pieds sur terre et qui me permettent de comprendre vos contraintes et de partager avec mes contraintes. Voilà ce qui m'intéresse. Mais pour les athlètes, quand vous finissez votre formation à 22 ans ou 23 ans à l'université et que derrière vous allez vous retrouver sur le marché du travail ou en projet de reconversion à 29 ans ou 30 ans, le monde de l'entreprise, il a changé. Les codes, ils ont changé.
et les athlètes sont complètement perdus. Donc il y a tout un travail à remettre en place avec des passerelles, avec du mécénat de compétences, avec c'est pas seulement du sponsoring, il faut essayer de recréer ces passerelles si vous voulez que vos athlètes puissent trouver du travail après leur activité. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que les femmes que j'entraîne, elles ont envie de devenir maman. Voilà. Et que c'est donc le triple projet, c'est aussi de les accompagner dans cette recherche de changement de statut, de maternité, de fin de carrière. Il faut trouver le bon moment pour elles, parce que parfois, si vous vous baladez sur Internet, vous allez voir le nombre d'athlètes qui se plaignent de la pression de leurs sponsors quand elles commencent à évoquer la maternité. Mais peut-être que dans le monde de l'entreprise, parfois, avec les dirigeants, il y a aussi une forme de pression. Mais nous, on est confrontés réellement à cette problématique-là, puisque les clubs sont très très peu riches. Et aujourd'hui, quand vous perdez une athlète pour grossesse, les dirigeants ne comprennent pas. Voilà. Donc il y a une relation conflictuelle qui s'installe. Et moi, mon rôle, c'est un petit peu d'apaiser tout ça et de faire comprendre à mes dirigeants, aux sponsors, ainsi de suite, que effectivement, quand on construit l'équipe, il faut avoir conscience qu'on va avoir une partie de joueuses qui vont être sur des projets de reconversion et que ça va générer de l'absence sur certains entraînements ou de l'absence sur certaines périodes parce que leur projet de vie fait qu'elles ne sont pas sur le terrain avec nous. Je dois transformer la structure, je dois transformer les femmes, je dois avoir une équipe équilibrée. Tout ça, c'est un peu le climat dans lequel on évolue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jamais créer une victoire trop vite. Voilà. J'aime bien la stabilité émotionnelle chez les athlètes et la stabilité émotionnelle chez les dirigeants. Parce que je pense que si on veut durer, il faut avoir une relation aux victoires et aux défaites qui est relativement stable. Pep Guardiola, dans son dernier livre, disait que le plus important aujourd'hui, c'est la capacité à analyser son équipe dans les victoires. Alors forcément, quand on entraîne Barcelone, Bayern de Munich et Manchester City, on est évidemment plus habitué à analyser son équipe dans les victoires que dans les défaites. Maintenant, ça me paraît intéressant parce que je pense que la défaite génère une remise en question chez les athlètes qui est assez naturelle et je pense pas que ça soit nécessaire de rajouter de la pression dans ces moments qui sont difficiles. Au contraire, je pense que dans ces moments, il faut trouver de la tranquillité, du calme dans l'analyse de manière à pouvoir faire rebondir les athlètes très très vite. Ce qui m'intéresse, c'est cette simplicité, et je le résume avec une phrase que j'utilise souvent, c'est que le succès se construit avec des gens ordinaires ayant un investissement extraordinaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, dans les relations que j'ai avec mes athlètes, c'est non pas qu'on garde l'humilité, parce que l'humilité, je suis pas sûr que ça génère de la performance. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que j'arrive à transmettre cette simplicité relationnelle au quotidien avec mes athlètes, et que ça soit pas un frein justement à aller gagner des grands trophées, mais qu'on reste naturel en toutes circonstances et que on ne devienne pas fou parce qu'on a gagné un trophée, on a gagné un titre et qui a généré un peu plus d'argent, qui a généré. C'est une chose que j'ai eu à gérer avec le Sénégal. C'est qu'au premier résultat, en Afrique, il y a énormément de moyens en ce moment mis en place sur le sport, de manière à pouvoir communiquer sur la santé du pays. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui un système de primes, par exemple, avec le Sénégal, qui est très supérieur au système de primes avec les clubs français. Ce que j'ai eu à gérer, c'est cette crise de croissance avec les athlètes. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, elles ne jouent pas dans les meilleurs clubs européens, elles ne jouent pas de matchs de Coupe d'Europe, elles ne jouent pas de matchs à enjeu qui génèrent des trophées sur le territoire français. Par contre, avec l'équipe nationale, elles ont cette situation-là à gérer d'une équipe qui, potentiellement, peut devenir la meilleure équipe d'Afrique. Et donc, ça génère une évolution, une crise de croissance que je dois gérer avec les athlètes parce qu'elles ne sont pas préparées à ça, elles ne sont pas formées. Voilà, pour ça. La chasse au talent, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Dans la construction de vos équipes, dans les équilibres équipes, je vous ai dit tout à l'heure, les joueuses en double projet, les joueuses en plein cœur de carrière, les joueuses sur la reconversion plutôt en triple projet, et puis il y a les talents potentiels. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, un talent potentiel, ça ne s'entraîne pas de la même manière qu'une joueuse pro ou qu'une joueuse en fin de carrière. Et donc ça, dans ma relation aux athlètes, c'est quelque chose de très 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 important qu'il faut avoir en permanence en tête, c'est que si vous entraînez tous vos athlètes aujourd'hui de la même manière, vous foncez dans le mur. Voilà, vous ne gagnerez pas. Aujourd'hui, on a avec cette nouvelle génération
Et avec la façon dont nos calendriers sont gérés, les clubs, les semaines internationales et ainsi de suite, il y a une individualisation du travail qui est vraiment importante. Mais en face de ça, on n'a pas les mêmes moyens que les autres pour travailler. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai trouvé en Russie ou au Sénégal un staff à l'identique d'un club de foot. Mais pendant des années, j'ai travaillé en France et le kiné et le médecin venaient une fois la semaine. Les filles prenaient leur voiture et faisaient une demi-heure de route pour aller chez le kiné ou chez le médecin entre les deux entraînements. C'était catastrophique. Voilà. Donc, le talent, vous devez l'entraîner vraiment de manière différente. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avec la nouvelle génération, c'est que le talent, il a tout de suite besoin de succès. Voilà. Il est impatient. Et donc, il faut être capable, avec le talent, de générer des victoires rapides. Parce que ça génère énormément de motivation chez la nouvelle génération. Tout ça, c'est gentil, mais quelles sont les personnalités qui composent l'équipe? Donc, je vous ai dit, les problématiques dans la construction, double projet, cœur de carrière, triple projet, les talents potentiels, la pépite qui a 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, qui passe son bac et en même temps s'entraîne avec les pros, et puis les personnalités. Et donc, j'ai des athlètes qui sont rationnels, et puis j'ai des athlètes qui sont plutôt idéalistes. J'aime bien prendre ces deux exemples, parce que dans l'entraînement, et vous allez vite comprendre, ma relation avec les rationnels, elle est très mathématique. Elle est très basée sur les statistiques, sur les performances, sur l'analyse de la performance, et je dois au quotidien les entraîner avec cette idée-là. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui on travaille le shoot, tu as fait 8 sur 10, c'est bien. Tu as fait 6 sur 10, c'est pas suffisant par rapport à ton poste. Tu as fait 4 sur 10, c'est catastrophique. Quand vous entraînez quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui est construit sur ces process-là, vous devez être capable de vous adapter et de le mettre en situation qui lui permet de franchir des étapes, de valoriser son travail, de se reconnaître dans les méthodes de travail. Un idéaliste, quand vous l'entraînez, le 8 sur 10, il s'en fout. C'est pas son problème, le 8 sur 10. Il a envie d'apprendre des choses nouvelles. Voilà. Il est incapable de durer dans la performance si vous répétez les mêmes méthodes d'entraînement. Et donc, je vais prendre un exemple. Un idéaliste en début de carrière, en double projet universitaire, vous imaginez ce qu'il a envie d'apprendre avec en face un rationnel de fin de carrière. Et donc, moi, dans la construction de mes séances, une des vraies problématiques, une fois que j'ai réussi à construire mon équipe et faire une équipe stable, c'est l'individualisation que je vais avoir avec les athlètes. Les idéalistes, les rationnels, début de carrière, fin de carrière, voilà. Une jeune joueuse aujourd'hui de 20 ans qui est en double projet sur une structure universitaire, vous ne pouvez pas imaginer la diversité des exercices que vous devez mettre en place. Parce qu'elle est dans un moment de sa vie où elle a envie d'apprendre très très vite, elle a envie de progresser. Et donc nous, ça doit vraiment générer, et parfois au détriment des résultats de l'équipe, parce que pour nous, les méthodes analytiques, elles font partie des victoires. La capacité à répéter des routines, des savoir-faire techniques, elles font partie des clés de la réussite. J'imagine qu'au golf, il y a un tas de routines qu'il faut être capable de répéter plusieurs fois, plusieurs heures par jour, et ça amène la performance. Aujourd'hui, une jeune athlète qui a envie de découvrir la vie, qui est complètement idéaliste par rapport à l'activité, elle a envie qu'on lui propose tout, qu'on lui apprenne un nouveau geste technique le lendemain alors qu'elle n'a pas validé celui d'avant. Et on est tout le temps dans ces contraintes-là. Alors c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu, mais pour les pragmatiques, la rentabilité, l'action, le résultat et la simplicité. Et si on regarde les idéalistes, les exemples de valeur, c'est le développement personnel, la créativité, la nouveauté, le partage. Voilà. Et vous vous rendez compte que ça devient assez complexe. On fait pas seulement jouer à la baballe. Voilà. Dans tout ça, il faut des règles assez précises si on veut gagner. D'abord, j'essaie d'instaurer avec mes athlètes un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que quand un président vient me voir en me disant « Fred, on a un projet, on aimerait bien, dans 3 ans, dans 4 ans, obtenir des résultats, pourquoi pas, si… Ok, merci, je suis désolé, je suis pas l'homme de la situation. J'aime bien travailler dans l'urgence. J'accepte cette urgence dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je pense que l'urgence, elle génère des comportements de très très haut niveau. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie dans l'entraînement au quotidien d'instaurer, c'est de préparer mes athlètes à gérer ou provoquer des crises, parce que les crises, je vais partir avec le Sénégal à Kumamoto en stage à partir du 18 novembre. La compétition se termine le 15 décembre. Dans la constitution de ma liste, il faut que je prenne en compte qu'on va avoir 1 mois à vivre ensemble à 25 personnes. Voilà.
ça peut générer des crises, ça peut générer des tensions. Les femmes apprécient pas tellement les longues périodes comme ça, loin de la maison, contrairement aux garçons qui préparent le sac, mettent la brosse à dents, prennent la carte bleue, et sont plutôt contents de partir 3-4 semaines en stage avec les copains. Les filles sont pas du tout dans cette relation-là, et sortir de leur zone de confort à la maison, l'environnement familial et ainsi de suite dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plutôt stressant pour elles. J'essaye d'avoir sur chaque match, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut être capable de définir des objectifs au quotidien sur l'entraînement, mais aussi sur chaque match, des stratégies par rapport à mon équipe, des stratégies par rapport aux adversaires, de manière à ce que tout le monde puisse trouver une source de motivation dans la préparation des événements. Ensuite, il faut avoir un coaching évolutif. Je vous ai dit que j'adorais avoir cette relation transversale avec les athlètes. Je dois accepter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être vertical, de prendre les décisions, d'être la tête de gondole, le chauffeur du bus, tout ce que vous voulez, puisque on a vu tout à l'heure qu'un entraîneur a plusieurs casquettes. Donc, dans un premier temps, je suis directif, mais très très vite, j'essaye de faire évoluer mon coaching, parce qu'un coaching qui gagne aujourd'hui avec notre génération d'athlètes, c'est forcément un coaching participatif, où vous allez donner de plus en plus de responsabilités à vos athlètes. Et de toute façon, si vous voulez amener vos athlètes au très très haut niveau, quand vous êtes dans une salle de 15 500 places, avec les supporters, avec la pression de l'événement, que vous avez uniquement 3 temps morts à poser, 3 temps morts d'1 minute sur un match de 60 minutes, votre capacité à agir sur les athlètes, elle est très très faible. Donc vous avez tout intérêt en amont à mettre un coaching qui soit transversal de manière à ce que vos athlètes, quand le ballon commence à peser lourd, soient en capacité de décider avec un niveau de stress, avec un niveau de pression maximal. Donc il faut s'entraîner à ça. Donc je suis plutôt très très violent dans la pression mentale, dans la pression physiologique qu'on doit avoir avant les compétitions, de manière à ce que mes athlètes arrivent complètement relâchés sur ces matchs en jeu, sur ces matchs où le niveau de pression est complètement maximal. Il faut responsabiliser bien sûr les collaborateurs et diffuser le changement. C'est-à-dire que ça, c'est lié au choix de carrière que je fais. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris Le Havre en deuxième division, dernier de deuxième division au mois d'octobre 99. J'ai pris ensuite Fleury, 9e de première division en 2012. Je suis parti en Russie dans une crise totale, avec à la tête du club un milliardaire russe qui comprenait rien à ce qui se passait, qui comprenait pas pourquoi il mettait beaucoup d'argent et pourquoi il n'y avait pas de résultat. Et puis ensuite, elle est avec le Sénégal. Donc moi, je vais dans des structures où j'ai envie d'agir sur le changement. Mais je me dois de m'assurer que les gens comprennent le changement et que ce changement-là, il va s'inscrire dans la durée. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau et j'aime pas trop les coups d'épée dans l'eau. Donc il faut gagner vite, on l'a dit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évaluer les victoires de manière à ce que le prochain match, parce qu'on dit toujours, après une victoire, on se rapproche toujours un peu plus de la prochaine défaite. Mais le but du jeu, c'est d'anticiper cet accident. Voilà. Donc il faut être très très exigeant dans les résultats et dans la performance avec vos athlètes de manière à pouvoir anticiper l'accident et l'éviter. Donc ça donne, comme je vous ai dit, une relation assez transversale. Je suis capable d'être très autoritaire si je pense que mes athlètes sortent du cadre et sortent des règles, mais ça donne une relation assez transversale et je pense qu'on peut transformer les gens avec un coaching par la parole sans tomber dans les réunionites, parce que je trouve que les réunions aujourd'hui correspondent pas aux générations que j'entraîne, ne correspondent pas en tout cas avec les moyens que j'ai à ma disposition. Aujourd'hui, on est dans une entreprise hyper technologique, mais moi au quotidien, les réunions non animées, non technologiques, elles intéressent très très peu les jeunes athlètes. Donc quand on est sur de la vidéo, quand on est sur du montage individuel, quand on est sur ces présentations de projets avec l'équipe, oui. Dès qu'on est sur des réunions classiques, aujourd'hui, les athlètes, après 10-15 minutes, perdent la concentration, sortent complètement. Donc, j'essaye d'éviter. J'utilise plutôt ce que vous voyez là, des moments où on s'entraîne très, très bien, très, très fort, où je sens que le climat de l'équipe, il est hyper intéressant pour diffuser mes messages. Et donc, ça peut être le bus, ça peut être la fin de l'entraînement sur le parquet, ça peut être sur une veille de match ou à l'hôtel, où je sens que l'équipe est dans un bon état d'esprit pour mettre en place des moments d'échange, pour faire passer les messages. Quelle difficulté aujourd'hui? Je vous l'ai dit, on n'a pas les ressources en interne, donc les ressources, elles ne sont pas salariées. Par contre, ça ne veut pas dire, comme on entraîne des athlètes de haut niveau, qu'on ne va pas chercher les compétences chez les gens. Donc aujourd'hui, moi, ma plus grosse difficulté, c'est d'avoir à gérer effectivement un groupe de 20-25 personnes au quotidien et en même temps d'aller chercher, comme pour une Formule 1, des ressources
chez des partenaires à l'extérieur qui sont captivés par nos projets, motivés, passionnés, et qui, en face de ça, ne demandent pas forcément une rémunération très forte, mais ont envie de faire partie de l'aventure. Et donc, je dois gérer les athlètes qui ont un calendrier, une organisation journalière qui est totalement différente de la nôtre, et ça rend, ce côté pluridisciplinaire rend encore plus difficile la gestion au quotidien de nos projets. Je demande aux athlètes de se poser la question, êtes-vous des championnes? Il faut en permanence poursuivre le rêve, accompagner les athlètes. Pour moi, une championne, c'est une joueuse qui a cette capacité à aller chercher dans le staff les bonnes informations et à switcher sur les personnes. Voilà. Qui a cette ouverture d'esprit pour savoir, à ce moment-là, j'ai plus besoin de l'accompagnement du physio, du kiné. À ce moment-là, il faut que je sois très très fort dans ma relation avec l'entraîneur parce que sur les transformations tactiques qu'on veut opérer sur l'équipe, il faut que le projet de jeu, le projet de match le maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui a une championne, c'est quelqu'un qui a une capacité à bien gérer ses négociations, ses renouvellements de contrats, ses choix de carrière. Donc pour moi, une championne, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité à aller prendre chez les uns et les autres de la compétence. Et enfin, puisqu'aujourd'hui on joue de plus en plus, une joueuse internationale, je vais prendre l'exemple de Siraba Dembélé, la capitaine de l'équipe de France que j'ai entraînée en Russie. Sur la dernière saison, entre juillet et juin, on parle de 74 matchs officiels. Donc on est sur le modèle de la NBA. Mais en NBA, il y a 10 kinés. En Russie, dans un des plus grands clubs du monde, j'avais un médecin, un kiné, un masseur pour gérer les 18 athlètes. Donc on a des joueuses qui voyagent dans des conditions classiques, qui jouent 74 matchs par an. Et donc aujourd'hui, une championne, eh bien oui, on est obligé de le dire, une championne, c'est un corps performant dans un esprit apaisé. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de blessures aujourd'hui, la capacité à jouer sans se blesser, forcément aujourd'hui, ça décide si vous pouvez devenir champion ou pas. On parle souvent de concentration dans l'entraînement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration à la performance. Voilà. Parce que sinon, arriver et dire à vos athlètes, soyez bien concentrés aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit capable de travailler la concentration à la performance. Et ce qui m'intéresse, c'est l'engagement. Ce qui m'intéresse, c'est la préparation mentale avant les séances d'entraînement, mais aussi avant les matchs. C'est-à-dire qu'on ait ce moment d'1h30 ou 2 heures d'entraînement où on est complètement focus sur l'activité. Parce que mes doubles projets, mes triples projets, si on n'a pas cette capacité à se concentrer très très vite, elles papillonnent parce qu'elles font plein de choses dans la journée. Elles partent le matin à l'université, elles reprennent le sac, elles se changent. Elles vont à la séance de muscu, souvent individualisée parce que elles sont pas sur le même rythme que les autres. Elles vont manger. Elles repartent à la fac l'après-midi, elles arrivent à l'entraînement de 17h. Voilà. La préparation à avoir pendant 1h30, 2 heures, la concentration ensemble sur la thématique. Ça, c'est très très important. Des images positives, bien sûr, la confiance, le contrôle des distractions, parce que dans le planning que je viens de vous présenter, si vous voulez avoir un corps sain dans un esprit apaisé, il faut gérer ce qu'on nous appelle l'entraînement invisible. Donc les zones en dehors de l'entraînement qui vous permettent de gérer la récupération, la régénération des athlètes. Et puis il faut maintenir l'envie d'apprendre en permanence. Je vais passer là-dessus parce que l'ambition, le rêve, on en a parlé tout à l'heure. On va aller sur un secteur qui est intéressant, c'est la gestion des crises. Dans tout ça, on a régulièrement des crises de résultats, des crises de croissance, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Sénégal, des crises de vie de groupe entre les athlètes. Voilà. Vivre un mois à Kumamoto entre novembre et décembre va être quelque chose de compliqué, même si j'ai la chance avec le Sénégal d'avoir une des équipes les plus fantastiques que j'ai eues dans ma carrière à entraîner. Voilà. Mais un mois peut générer des conflits. Et donc, une des clés de la réussite, c'est d'être capable de lire ces conflits, de les anticiper et de les résoudre. Voilà. La réussite d'un groupe sportif, c'est l'interdépendance fonctionnelle, basée sur 2 aspects. La cohésion fonctionnelle, donc tout ce qui est partie technique, stratégique. C'est impossible que vous vous présentiez au match et que sur les stratégies, sur les choix stratégiques, il n'y ait pas cette cohésion d'équipe. C'est impossible. Vous ne pouvez pas gagner dans ces conditions-là. Okay. Mais c'est aussi la cohésion affective. Une équipe qui vit bien, collègue président du rugby, voilà, les 3e mi-temps en rugby, des moments de convivialité qu'il y a, forcément, ça aide pour aller à la bagarre ensemble.
ensuite, forcément. Et donc, nous, on a les mêmes stratégies, c'est qu'il nous faut cette cohésion affective et en face, une cohésion technique, stratégique qui soit très, très forte. Les risques de développement de frein affectif, c'est les non-dits, c'est les émotions, c'est les peurs non exprimées, des situations de communication mal gérées, les difficultés de communication, les sous-groupes. Voilà, mais vous allez vite le comprendre. Quand j'étais en Russie, j'avais 9 nationalités différentes à gérer. Forcément, les Yougos ont envie de se retrouver. Voilà, j'avais des Brésiliennes qui ont envie de se retrouver parce que c'est rassurant pour elles. J'avais une Française avec un staff français et forcément, dans l'avion, dans les moments d'attente dans l'aéroport, elle avait envie de venir avec nous échanger. Voilà, un petit peu le mal du pays, parler en français. On a ces problématiques-là à gérer et les sous-groupes peuvent générer des gros conflits dans une équipe. L'environnement conjugal, familial ou les agents, on l'a dit tout à l'heure. Quand un agent a envie de toucher une commission parce qu'il y a une athlète qui émerge et que derrière, il commence à travailler sur un futur transfert et ainsi de suite, ça peut isoler complètement un athlète dans un groupe. Puisqu'au départ, elles étaient dans une cohésion affective, dans un partage de projets ensemble, et cet athlète-là sort du projet. Et par rapport aux autres, derrière, ça peut générer une réaction assez violente. La solution, c'est d'avoir un engagement personnel fort pour une cohésion collective. Le groupe se construit, il s'autorégule en permanence. Voilà. Donc à chacun, parler, exprimer ses ressentis sur le potentiel individuel et collectif du groupe. Connaître en permanence les engagements de tous les autres joueurs. Je crois que ça, c'est vraiment une des clés de la réussite aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir la certitude que mes partenaires ont le même engagement. Ça, c'est très, très important. Et puis, on l'a dit, la cohésion affective et fonctionnelle, et la confiance individuelle et la confiance collective en mes partenaires. Donc, votre structure, pour qu'elle fonctionne, elle doit rester ouverte, créatrice, et ça permet des prises de décision, dans les choix, dans les objectifs, la répartition des rôles par rapport à la construction de l'effectif dont on a parlé tout à l'heure, et aussi le programme. Tout ça, ça peut être partagé, et ça permet à un groupe de bien fonctionner. Alors, en face de ça, je prends parce que j'aime bien les paradoxes, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon métier est paradoxal. Forcé à fonctionner dans un cadre strict, l'imagination tourne à plein régime et produit ainsi ses idées les plus riches. Sans aucune contrainte, le travail risque de s'éparpiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut un cadre au travail qui soit assez défini, mais en même temps, on entraîne une nouvelle génération qui a besoin d'énormément de liberté, qui a énormément besoin de prendre le pouvoir, de prendre des initiatives, de s'entraîner un peu différemment. Et donc, moi, aujourd'hui, l'équilibre, en tout cas, la façon dont j'entraîne aujourd'hui, elle est complètement différente de la façon dont j'entraîne il y a 10 ans. Voilà. Si j'étais resté sur les anciennes méthodes, aujourd'hui, on ne pourrait plus jouer ces matchs en jeu, ces matchs qui génèrent des grandes victoires. On va pouvoir garder un petit moment d'échange. Je suis dans les temps. C'est vrai? Bon, alors, je conclue là-dessus. La résilience pour faire la passerelle. Pour faire la passerelle avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la construction, dans la reconstruction d'un athlète. Je vais finir juste sur une expérience de vie, parce que j'avais démarré en disant parole de vie, parcours de vie et puis l'expérience durable. Tout simplement, on est tous frappés dans nos familles par des moments difficiles, des coups durs. En 2010, j'ai perdu un fils de 7 jours après la naissance d'un staphylocoque. Voilà. J'ai sombré, personnellement. 2010-2012, ça a été une période très très compliquée pour moi. Vous verrez sur Internet, pour les plus curieux, on va dire que j'ai arrêté de me peser à 120 kg, mais je pense que j'étais plutôt à 122, 124, avec des gros problèmes de santé. Et quand Fred m'a dit la reconstruction, ben oui, je l'ai vécu, donc j'ai été tout de suite intéressé par la conférence avec vous et par le partage de ce moment-là avec vous. C'est qu'aujourd'hui, les choix de carrière que j'ai faits, et c'est pour ça que je suis très très attiré par des nouvelles aventures, par des défis, par des challenges, plutôt que de faire mon travail dans la routine et dans le confort. Et je suis très très attiré par ça parce que je pense que c'est ce qui m'a sauvé en 2012. Les choix de carrière que j'ai fait en 2012, cette nouvelle aventure qu'on a décidée avec ma femme, m'a permis d'évacuer le drame familial qu'on avait subi, l'injustice, parce qu'un staphylocoque pour un enfant de 7 jours, c'est une vraie injustice. Et on a réussi à rebondir par le sport, par les choix sportifs. J'ai la chance que ma femme, une ancienne joueuse de handball qui a fait les Jeux Olympiques de Pékin, et on a partagé tout ça et on a construit notre nouvelle vie autour des défis sportifs. Pendant 6 ans, on a essayé d'avoir un autre enfant.
on n'a jamais réussi, ce qui prouve que la dimension mentale, elle était très très compliquée à gérer pour nous. Et puis aujourd'hui, je suis papa d'un petit Raphaël de 3 ans, et donc c'est aussi pour ça aujourd'hui que cette résilience, cette détermination qu'on a eue, je pense qu'elle est fondamentale pour générer des victoires, des réussites et franchir les coups durs de la vie, parce qu'on a tous des coups durs dans la vie, mais qu'aujourd'hui on a fait ce choix de vivre une nouvelle aventure ensemble en Afrique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après 32 ou 34 kilos perdus et une pleine santé aujourd'hui, je suis très très heureux de vivre cette nouvelle vie avec ma femme et mon petit bout de 3 ans au Sénégal, dans un environnement complètement différent. Donc voilà, tout est possible, ne lâchez jamais rien. Il y a des moments pénibles, mais à partir du moment où on s'accroche, à partir du moment où on est bien accompagné avec les amis, avec la famille, à partir du moment où on a des stratégies pour rebondir, tout est possible dans la vie. Donc voilà, passez une belle journée. Un grand merci à Fred pour cette intervention qui, à mon sens, était très très riche. Très riche en termes de contenu peut-être transférable au niveau du monde de l'entreprise, mais très riche aussi dans le fait que par cette conférence, par ce partage, on se rend compte que au travers du sport, il y a des problématiques qui sont associées à tout sportif, avant tout à tout sportif, handicapé, non handicapé, jeune, moins jeune. On retrouve, à mon sens, toujours les mêmes problématiques d'intégration, de rôle dans une équipe, cet aspect social, et qu'on va pouvoir peut-être développer tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, au travers des expériences que vont nous partager Manuel, Denis et moi-même.